Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration des grandes idées. Aujourd'hui, on plonge dans un trésor un peu oublié peut-être, mais incroyablement pertinent, les essais de Francis Bacon. On parle du tout début du XVIIe siècle. Et pourtant, c'est une mine de réflexion vraiment percutante sur nous, les humains, sur le pouvoir, la vérité, enfin plein de choses. Oui, bonjour. C'est vrai que Bacon, c'est une figure assez étonnante. Alors, nos sources, ce sont des extraits choisis de ces fameux essais. Le but, c'est quoi? C'est d'aller chercher la substance, hein, ces éclairs de lucidité qui, même 4 siècles plus tard, nous parlent encore. Pourquoi ça résonne toujours autant d'ailleurs? C'est la grande question, hein. Bacon, faut voir, c'était pas juste un penseur dans sa tour d'ivoire. C'était un homme politique, très impliqué, un acteur de la révolution scientifique naissante, et surtout un observateur hyper fin des comportements humains. Ah oui, Et ça se sent dans ses essais. C'est pas de la philo abstraite, hein. C'est hyper concis, plein d'aphorismes. Ces petites phrases chocs là et de métaphores très parlantes. Lui-même disait qu'il voulait toucher les affaires et les cœurs des hommes. C'est une sagesse pour le concret, pour la vie pratique. d'accord. Alors allons-y, plongeons dans cette sagesse pratique. On pourrait commencer par un thème énorme, peut-être le thème central chez lui, de la vérité. Il commence très fort d'ailleurs en rappelant la question de Pilate, un peu moqueuse. Qu'est-ce que la vérité? Oui, Et Bacon, lui, il remarque un truc étrange. On a souvent une préférence pour le mensonge, ou en tout cas pour les demi-vérités. Mais pourquoi donc? selon Bacon, chercher la vérité, c'est exigeant, c'est un effort, c'est un peu comme grimper une montagne, quoi. C'est difficile. D'accord. Par contre, une fois qu'on l'atteint, cette vérité, elle offre une sorte de clarté, de solidité. Il dit même que c'est la plus grande richesse de la nature humaine. Mais, et c'est là qu'il est intéressant, il admet aussi que les mensonges, ils ont un certain charme. Ah oui. Bah oui, ils peuvent flatter l'imagination, rendre la réalité plus jolie, parfois même faciliter les relations. Il fait une distinction, vous voyez, entre la grande vérité philosophique, un peu idéale, et la vérité au jour le jour, celle des affaires, disons. Donc si je comprends bien, la vérité aurait un coût, mais elle rapporterait plus au final. C'est un peu ça, une sorte de calcul bénéfice-risque appliqué à la morale. En quelque sorte, oui. Bacon, c'est pas un doux rêveur, hein. Il voit bien que certaines illusions peuvent être utiles socialement ou personnellement. Mais au fond, il pense que pour avoir l'esprit solide, pour mener une vie droite, eh bien, la vérité, c'est la seule base fiable. D'accord. Les mensonges agréables, comme il dit, c'est comme construire sur du sable. Le point important ici, c'est que la vérité, c'est pas juste une valeur morale en l'air. C'est aussi une condition pour être lucide et efficace dans le monde. C'est un appel à être honnête avec soi-même, même quand c'est compliqué. Cette idée de lucidité, même face à la difficulté, ça fait le lien avec un autre essai très fort de l'adversité. Il a cette phrase superbe: la vertu n'est pas moins belle dans l'adversité que dans la prospérité. L'image qu'il prend, c'est celle de l'encens. Oui, l'encens qui ne sent bon que quand il brûle. C'est ça. C'est une idée très puissante qui rappelle un peu les stoïciens, cette philosophie antique de la maîtrise de soi et de l'acceptation. Bacon cite d'ailleurs Sénèque. La prospérité, ça force l'admiration, mais l'adversité, ça force le respect. Pourquoi cette différence? Parce que la facilité, la chance, ça peut cacher nos défauts, nos faiblesses. Alors que l'épreuve, le coup dur, eh bien c'est là, dit Bacon, que les vraies qualités, la force d'âme, la patience, la modération se montrent, et même se renforcent. L'adversité comme un révélateur ou même un formateur de caractère, en fait? C'est très actuel, on parle beaucoup de résilience. Est-ce qu'il donne des conseils pour la développer? Moins des recettes pratiques que la reconnaissance de sa valeur. Le message principal, c'est: ne voyez pas l'épreuve uniquement comme un malheur, c'est aussi une chance de découvrir de quoi on est capable, de réfléchir à ce qui compte vraiment. D'accord, une mise à nu en quelque sorte. C'est ça. Pour Bacon, la vraie force, c'est pas de ne jamais avoir de problème, c'est de savoir les affronter avec vertu. C'est une invitation à regarder au-delà de la douleur du moment pour voir le potentiel de croissance. Très intéressant. Alors, passons des épreuves personnelles aux relations avec les autres, qui peuvent être tendues. L'essai de la vengeance est assez saisissant. Il la décrit comme une justice sauvage. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ça veut dire que la vengeance, c'est un retour en arrière. C'est vouloir faire justice soi-même en court-circuitant la loi, le cadre collectif.
Pour Bacon, la loi, elle est là pour calmer le jeu, pour éteindre l'offense. Oui. Alors que la vengeance, elle la garde bien au chaud, elle la nourrit. Ça peut créer un cycle sans fin. C'est sauvage, parce que c'est revenir à l'état où c'est le plus fort qui a raison, pas le droit. Et il a cette idée très forte que pardonner, c'est pas du tout une faiblesse, au contraire. Celui qui pardonne une offense est supérieur à son ennemi. Ah oui, absolument. Pour Bacon, le pardon, c'est un signe de noblesse, de force d'esprit. Pourquoi? Parce que pardonner, ça casse le cycle. Ça refuse de se laisser définir par le mal qu'on a subi. C'est maîtriser sa colère, son envie de rendre l'appareil. Même si c'est difficile. Bien sûr, il admet que pour certaines offenses très graves, où la loi ne peut rien, la tentation est forte. Mais même là, la vraie grandeur, c'est de dépasser ça. Le message qui reste, c'est que la vengeance nous rabaisse au niveau de celui qui nous a fait du mal, alors que le pardon, lui, nous élève. Changeons de registre. Passons de la morale privée à la sphère publique avec des grandes charges. Bacon a lui-même été au sommet du pouvoir, puis est tombé en disgrâce. Du coup, sa vision des hautes fonctions est assez critique, non? Il dit que ceux qui les occupent sont 3 fois serviteurs. Oui, c'est un paradoxe qu'il trouve fascinant. Serviteur du roi ou de l'État, bon, ça c'est logique. Oui, Mais aussi serviteur de la renommée, de l'opinion. Parce que tout ce qu'ils font est observé, commenté, leur réputation est toujours en jeu. Et enfin, et c'est peut-être le plus lourd, serviteurs des affaires elles-mêmes. Ils sont comme prisonniers de leurs dossiers, de leurs responsabilités, toujours sollicités, sans vraie liberté personnelle. d'où sa phrase un peu amère « Il est étrange de désirer le pouvoir et de perdre la liberté Et exactement. C'est une critique assez fine, en fait, de l'ambition politique. ». Et il pointe de difficultés particulières liées à ces postes. Ah oui, la difficulté de changer les choses sans tout casser. Il faut se tenir sur les anciennes voies, dit-il, mais aussi chercher à améliorer. Les tentations permanentes, l'argent facile, l'orgueil, le favoritisme. Classique, j'ai envie de dire. Oui, mais il les mélise finement. Le poids écrasant des décisions, qui laisse peu de temps pour la vie privée ou même pour réfléchir tranquillement. Et aussi un point intéressant, la difficulté de partir proprement. Une fois qu'on est dans l'engrenage, c'est dur d'en sortir sans dégâts. C'est une vision très lucide des contraintes du pouvoir qui semble toujours d'actualité. Tout à fait. Le message sous-jacent, c'est peut-être une mise en garde. Attention, le pouvoir a un coût personnel énorme, souvent bien plus grand que ce que les ambitieux imaginent. Restons dans l'analyse des passions humaines, mais une qui peut surprendre dans son traitement par Bacon. L'essai de l'amour. Il n'est pas très romantique, on va dire. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il voit l'amour-passion comme une faiblesse, quelque chose qui nuit aux grandes affaires. Alors, attention, il faut bien préciser de quel amour il parle, hein. C'est pas l'affection tranquille entre époux, l'amitié solide ou la charité chrétienne. Non. Lui, il vise l'amour passionnel, le coup de foudre, ce qui submerge la raison. D'accord. Et de son point de vue, très pragmatique d'homme d'État, cette passion dévorante, c'est une distraction. C'est même dangereux. Ça fait perdre le sens des réalités, ça affaiblit le jugement, ça détourne des choses sérieuses, des responsabilités. Sa formule choc, c'est « il est impossible d'aimer et d'être sage ». Ça résume tout. C'est une vision qui peut sembler un peu froide aujourd'hui, non? Presque cynique? Réduire l'amour à une simple perturbation? Oui, ça peut heurter notre sensibilité moderne, c'est vrai, qui valorise beaucoup l'amour romantique. Mais il faut le remettre dans le contexte de sa pensée globale. Bacon, ce qu'il valorise par-dessus tout, c'est la raison, la maîtrise de soi, l'efficacité dans l'action, qu'elle soit politique ou intellectuelle. Je vois. Donc tout ce qui menace cet équilibre, comme une passion qui rend aveugle, ça lui semble suspect. Ce n'est pas qu'il nie la force de l'amour, au contraire. Il la reconnaît tellement qu'il s'en méfie pour ceux qui ont, comme il dit, de grandes affaires à gérer. D'accord. La leçon à retenir, ce serait peut-être pas de rejeter l'amour, mais de réfléchir à l'équilibre entre passion et raison dans nos vies. C'est une lecture possible, oui. Une invitation à ne pas se laisser complètement submerger, peut-être. Changeons complètement de sujet avec quelque chose de très concret. Des voyages. Pour Bacon, c'est super important pour l'éducation, surtout des jeunes. Mais attention, pas n'importe comment. Ah non, c'est pas le Club Med. Pour Bacon, voyager, ça doit être une entreprise structurée. Il insiste beaucoup sur la préparation. Il faut apprendre la langue du pays qu'on va visiter, si possible partir avec un tuteur, quelqu'un d'expérimenté qui connaît déjà les lieux et peut guider le regard. Et sur place, il faut être actif. Exactement. Il conseille de tenir un journal, de chercher à rencontrer des gens qui savent des choses, d'observer non seulement les beaux monuments, mais surtout le fonctionnement de la société. Les tribunaux, le gouvernement, l'armée, les ports, les universités, les coutumes.
L'objectif, c'est clairement d'apprendre des choses utiles, pas juste de prendre des photos. Tout à fait. Le voyage, c'est une collecte d'informations stratégiques, une façon d'élargir sa vision du monde pour être plus efficace à son retour. C'est très, très pragmatique. Oui, on retrouve bien à Bacon, là. Il conseille même de varier les expériences, voir les grandes villes, mais aussi aller dans les campagnes, comparer différentes régions. Le but final, c'est de transformer l'expérience en savoir utile, en capital intellectuel et social. C'est le voyage comme investissement, en quelque sorte. Un conseil qui reste pertinent pour les étudiants en échange ou les professionnels en mission. Tout à fait. C'est une méthode d'apprentissage par immersion et analyse. Et pour terminer ce tour d'horizon, un essai plus philosophique, presque un peu mélancolique, des vicissitudes des choses. Là, Bacon réfléchit au grand cycle de l'histoire, au changement permanent. Oui, c'est un regard qui prend de la hauteur, sur le long terme. Bacon observe comment les sectes, au sens large, religions, idéologies, naissent, grandissent et puis déclinent. Comment les États connaissent leur apogée puis leur chute. L'alternance entre la guerre et la paix. Il voit des cycles un peu partout. Il a une perception ainsi cyclique de certains phénomènes, oui. Mais attention, il n'est pas complètement fataliste non plus. Il voit bien qu'il y a aussi des ruptures, des innovations qui changent complètement la donne. Ah, comme les fameuses inventions qu'il cite souvent. Justement, l'imprimerie, la poudre à canon, la boussole. Pour lui, ces trois-là ont eu un impact beaucoup plus profond sur le monde que n'importe quelle guerre ou révolution politique. Elles ont transformé la communication, la guerre, la découverte du monde. Et il est aussi sensible aux changements naturels. Oui, il parle des changements climatiques, de leurs effets. Le message de cet essai, au fond, c'est peut-être un appel à l'humilité face aux grandes forces qui nous dépassent. Et surtout, à l'importance d'être lucide et capable de s'adapter. Le changement, c'est la seule chose certaine. Essayer de comprendre comment ça marche, même si c'est difficile, c'est la clé pour naviguer dans l'histoire. Bon, alors si on essaye de rassembler un peu tout ça, de la vérité à l'adversité, de la vengeance au pouvoir, en passant par l'amour, les voyages, les grands cycles de l'histoire, qu'est-ce qu'on retient de fondamental de ces essais de Bacon? Ce qui frappe d'abord, je crois, c'est cette incroyable finesse psychologique. Bacon, il décortique les motivations humaines, les passions, les illusions avec une précision, parfois un peu crue, mais toujours éclairante. Oui, c'est vrai. Ensuite, il y a cette recherche constante d'une sagesse utile, pratique, ancrée dans l'observation du monde réel, loin des grands systèmes abstraits. Ces aphorismes, c'est comme des outils pour penser, des concentrés d'expérience. Des sortes de axes de pensée avant l'heure. On pourrait dire ça, oui. Et enfin, il y a cette tension constante chez lui. Il voit bien nos faiblesses, nos travers, mais il nous pousse toujours vers la vertu, la raison, la maîtrise de soi. C'est un peu comme s'il nous tendait un miroir en disant « Bon, voilà comment ça marche, le monde et les gens. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ça ?» Le but, c'est pas juste de savoir, c'est d'agir mieux, plus sagement. Exactement. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut lire, non pas pour contredire et réfuter, ni pour croire et tenir pour acquis, mais pour peser et considérer. C'est un appel à l'esprit critique, à la réflexion personnelle, appliquée à sa propre vie. Et c'est peut-être ça, sa pertinence aujourd'hui. Je pense, oui. C'est cette méthode, cette exigence de lucidité face à soi-même et au monde qui reste incroyablement moderne. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la route. Bacon écrivait donc pour les hommes d'affaires et les cœurs. Il cherchait à distiller une sagesse pratique à partir de l'observation. Aujourd'hui, on est un peu submergé d'informations, d'opinions rapides, souvent superficielles. Quelle place il reste pour ce genre de réflexion? L'essai au sens noble qui prend le temps de peser et considérer l'expérience humaine pour en tirer quelque chose de durable. Est-ce que c'est pas une forme d'écriture et même de pensée dont on aurait particulièrement besoin en ce moment? Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup d'avoir exploré avec nous la richesse de ces essais de Francis Bacon. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle analyse.